Bien, écoutez, je vous remercie de votre accueil. Donc, comme ça a été dit, en fait, je suis plutôt un spécialiste d'histoire urbaine et d'histoire de l'aménagement. Et la séquence que je vais vous présenter aujourd'hui, la période sur laquelle je vais faire cette conférence, c'est une période qui concerne les années 1960, qui démarre dans les années 1960 et qui s'achève globalement à la fin du XXe siècle. C'est donc par rapport au cycle de conférences que vous avez peut-être pour certains d'entre vous suivi, finalement la fin d'un cycle sur Paris au XXe siècle. Et c'est aussi le moment où, quelque part, il y a un changement d'échelle important pour ce qui concerne les questions d'aménagement de Paris, de sa banlieue et de son agglomération. Les années 1960, ce sont les années où Paris dilate sa banlieue et où Paris, finalement, commence à réfléchir à aménager ce qu'on appelle encore à l'époque une région urbaine, et ce qui s'appelle dans l'administration la région parisienne. Pour ouvrir un petit peu votre intérêt, je passe cette diapositive qui représente en fait l'une des premières expositions importantes sur l'avenir de Paris, qui s'est montée en 1960-61, qui s'appelle Demain Paris et qui présente des maquettes et des projets de l'avenir de la région parisienne et de Paris dans les années 60, mais pour les années 2000. Donc vous voyez le général de Gaulle en train de visiter cette exposition. C'est peut-être l'une des premières fois qu'il s'intéresse à la question de l'urbanisme. Il en fait très peu de cas dans ses mémoires. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est celui qui lui fait visiter cette exposition, Pierre Sudreau, qui est un personnage qui est moins connu que celui dont je vais parler dans un instant, Paul Delouvrier, mais qui est peut-être celui par qui, justement, ces questions d'aménagement de la région parisienne dans les années 60 vont arriver. Alors, toujours dans mon introduction, ce que je vais décrire, c'est finalement résumé dans un plan. Quand on parle d'aménagement, quand on veut faire de l'histoire de l'aménagement, on est obligé de passer par ces supports, par ces objets, que sont les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Et celui que vous avez sous les yeux, qui est difficile à lire au premier abord, c'est le plus célèbre de tous les plans que Paris et la région de Paris ont connus au XXe siècle. Ce type de plan, on en a depuis 1919 et on en fait toujours régulièrement, tous les 5 ans, tous les 10 ans. Aujourd'hui, ils sont portés généralement par la région Île-de-France. Mais celui-là, de 1965, c'est le plus célèbre. Il a un acronyme, le SDORP, schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne. Et c'est un schéma qui concerne l'aménagement, vous le voyez, de Paris, qui est ici codé en couleur avec une légende un peu complexe sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, sa proche banlieue, ce qui correspond à l'époque encore au département de la Seine. Les départements de la première couronne ne sont pas encore formés. Et puis au-delà, la grande couronne, c'est à ce moment-là que ce terme de couronne, de deuxième couronne, va commencer à se populariser. Et cette grande couronne, elle touche le territoire rural de la région parisienne. On ne parle pas encore de région Île-de-France à cette époque-là. Et donc, elle touche les espaces agricoles. Alors, présentons tout de suite les grands principes d'aménagement de ce schéma directeur de 1965. Tout d'abord, les grandes bandes hachurées que vous avez à la périphérie du plan, en rouge, sont l'emplacement encore mal défini des futures villes nouvelles de la région parisienne. Sur ce schéma, on en compte 8, et il y en aura 5 en réalité qui seront réalisés, que vous connaissez et que je me permets simplement de rappeler. À l'est, Marne-la-Vallée, au sud, Sénart et Évry, à l'ouest, Saint-Quentin-en-Yvelines et au nord-ouest, Cergy-Pontoise. Donc, première chose, prévoir la création de grands pôles d'aménagement urbain en grande périphérie que seront les villes nouvelles. Deuxième chose qu'on voit sur le plan, mais qui est peut-être plus difficile à distinguer à cette échelle-là, puisqu'on est à l'échelle du 1/100 millième ici, le RER, ce réseau express régional qui va commencer dans les années 60 à être construit et qui va progressivement toucher la banlieue, puis la grande banlieue, dans les années 80 et 90 pour les dernières stations ouvertes. Les autoroutes de desserrement, on les voit aussi très clairement distinguées sur ce plan, dessinées sur ce plan, sont des autoroutes qui permettent de
d'évacuer Paris, de joindre Paris à la province et de contourner Paris, puisque la Francilienne est déjà dessinée sur ce plan. À une échelle plus fine, on distinguerait les grands équipements, les aéroports, le marché d'intérêt national de Rungis, les grands équipements universitaires, le plateau de Saclay, qui sont déjà prévus à ce moment-là. Et ce qu'on voit aussi très bien sur ce plan, c'est l'importance des couleurs claires, le vert, le jaune, qui sont des terrains réservés à l'agriculture, réservés au bois, ce qui est là pour nous rappeler que ce plan d'aménagement est aussi un plan d'aménagement qui concerne les activités agricoles et forestières. L'idée de ce schéma, c'est qu'on peut prévoir l'évolution de la région parisienne à long terme. L'objectif était de construire tout ça pour l'an 2000 et qu'on va donc pouvoir en fait arriver à contrôler ce mouvement d'urbanisation jugé à l'époque incontrôlé. Les implications de ce qui a été dessiné en 1965, que vous avez sous les yeux, vont courir globalement jusqu'au début du XXIe siècle. Donc c'est un plan qui va être en grande partie réalisé et qui conditionne encore aujourd'hui la manière dont la région parisienne fonctionne du point de vue urbanistique. Ce plan, dont vous avez ici une version simplifiée, puisqu'il va être très rapidement diffusé dans l'enseignement secondaire, dans les manuels de collège. J'ai pris ça dans un manuel de collège des années 1980. Et donc là, l'intérêt de cette version simplifiée, c'est qu'on voit très clairement l'ampleur foncière des villes nouvelles et puis des axes de dérivation de la croissance, l'un au nord de la Seine, l'autre au sud de la Seine, qui étaient censés diriger la croissance urbaine et qui ont été rapidement abandonnés parce qu'ils n'ont jamais vraiment fonctionné. Donc ce schéma, il est en fait associé à un homme et à une équipe, Paul Delouvrier, et je voudrais, dans cette deuxième partie d'introduction, m'arrêter un petit peu sur ce personnage que vous connaissez forcément, mais dont la carrière est assez originale. Delouvrier n'est pas un homme politique. C'est un haut fonctionnaire qui a fait sa carrière aux finances. Il est au départ inspecteur des finances. Il a été formé dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire qu'il a été formé avant la création de l'École nationale d'administration, en 1944. Et Delouvrier a commencé sa carrière au sein des institutions européennes. Il a travaillé dans les années 1950 au sein de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est là sans doute qu'il a appris le maniement de projets complexes, de financements complexes et une forme d'arbitrage un peu au-dessus des États. Vous le savez, je pense, pour la plupart d'entre vous, il a été ensuite nommé en Algérie pour essayer de reprendre la main sur le gouvernement algérien, donc délégué général en Algérie, où il a échoué. Et il rentre en France à la fin des années 50, en 1960. Il rentre en France et il envisage à ce moment-là de se retirer et de s'occuper de l'aménagement de la Bretagne. Le Premier ministre de l'époque, Michel Debré, le Premier ministre de la Ve République, convainc Delouvrier de se charger de l'aménagement d'une jeune institution qui s'appelle le district de la région parisienne et qui vient d'être créée en août 1961. Et Delouvrier, qui aurait pu prendre le titre de super-préfet de la région parisienne, préfère prendre un titre un peu plus obscur, un peu moins visible, qui est le titre de délégué général au district de la région parisienne. C'est ce titre, et à ce titre-là, qu'il va en fait réaliser la planification de la région parisienne dans les années 1960. Et il va occuper ce poste de délégué général au district de 1961 à 1969. Et ces 10 années sont sans doute celles qui comptent le plus pour l'histoire de Paris dans la seconde moitié du XXe siècle. L'équipe qui est autour de lui, je n'ai pas le temps de présenter tous les collaborateurs, mais on trouve notamment Jean Millier, on trouve Hirsch, Robert Hirsch, qui va en fait donc diriger le centre, la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, puis ensuite l'École nationale d'administration. Et puis on voit également sur la photographie Serge Goldberg, qui va diriger la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines. La photographie est une photographie, celle de droite, c'est une photographie qui est en fait une photographie de promotion qui est prise par le journal Paris Match en 1967 pour essayer de promouvoir les projets de Delouvrier. Alors Delouvrier a très tôt une réputation assez forte puisque l'un des élus de la région parisienne de l'époque, et pas le moindre, Roland Ningesser, qui dirige le conseil d'administration du district, en 1963, le compare avec une formule qui fait florès au baron Haussmann
et nomme de l'ouvrier l'Haussmann des faubourgs, ce qui est une formule intéressante pour dire que de l'ouvrier avait des projets de l'ampleur d'Haussmann. Et l'une des choses qu'on essaiera de retrouver en conclusion, c'est de savoir si cette expression Haussmann des faubourgs est une expression bien choisie ou pas. Alors quelques mots sur la recherche urbaine. Vous imaginez bien que sur une question comme celle-ci, il y a des dizaines, voire des centaines d'ouvrages. Et quand on avait fait en 1999 le recensement de ce qui concernait uniquement la production scientifique sur les villes nouvelles, on était arrivé à 2000 titres. Il y a maintenant de ça 18 ans et globalement, on a très certainement doublé le volume consacré aux villes nouvelles. C'est une séquence de l'histoire de la région parisienne et de Paris qui est relativement bien connue. Et elle est bien connue d'abord parce que les acteurs ont témoigné très tôt de ce qu'ils faisaient, dans des colloques ou dans des ouvrages, comme celui de Bernard Hirsch qui s'appelait « Oublier Cergy » et qui est rédigé en 1975, donc à chaud, au moment où Hirsch, Bernard, pas Robert, comme je l'ai dit, Robert c'était son père, et Martin c'est son fils, toujours une petite hésitation sur les prénoms. Bernard Hirsch raconte en 1975, à partir de ses carnets de notes, comment il a produit la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. Il raconte avant toute sa collaboration avec Paul Delouvrier. Donc des témoignages précoces. Dès les années 70, on a des choses qui sont écrites. La biographie de Paul Delouvrier est d'ailleurs recensée par une sociologue qui s'appelle Roselyne Chenu et qui fait paraître dans les années 90 une histoire de la vie de Delouvrier sous forme d'interview. Les chercheurs, les sociologues, les politistes s'intéressent très tôt et au personnage de Paul Delouvrier, qui apparaît comme étant un décideur et quelqu'un qui fait bouger les lignes de l'aménagement de la région parisienne, et puis à ces projets un peu pharaoniques pour l'époque, qu'étaient ces villes nouvelles, dont personne finalement ne pensait qu'elles allaient pouvoir être réellement réalisées, et puis les projets d'aménagement importants comme le RER. Donc il y a des travaux pour essayer de comprendre comment la décision s'est prise et comment finalement ces choses-là ont pu avancer. Un peu plus tard, c'est-à-dire dans les années 90, viennent les historiens. Les historiens s'intéressent à la banlieue parisienne depuis très longtemps, mais c'est réellement à partir des années 90, avec Annie Fourcault, que vous avez ici, professeure à l'Université de Paris 1, qu'on commence à vouloir faire l'histoire de cette banlieue, et notamment des grands programmes d'aménagement comme les grands ensembles, puis les villes nouvelles, qui deviennent donc des objets d'histoire, des objets de recherche historique pour les historiens dans les années 1990. C'est l'époque également où les archives commencent à être déposées et de ce point de vue-là, on est loin de les avoir complètement exploitées. Un colloque que je voudrais citer parmi d'autres, c'est un colloque qui a eu lieu en 2004 sous la direction d'Annie Fourcault et de Florence Bourillon, qui s'appelait « Agrandir Paris », et qui avait comme point de départ l'annexion de 1859, au moment où Paris annexe sa petite banlieue, où Haussmann double la superficie de Paris, et comme point d'arrivée de l'ouvrier, c'est-à-dire le moment où le Grand Paris commence finalement à devenir une réalité en matière d'aménagement. Plus récemment, le personnage de gauche s'appelle Emmanuel Bélanger. Il a soutenu une habilitation il y a quelques années, et son habilitation à diriger des recherches, en fait, elle portait sur la ville d'Ivry. Ivry en proche banlieue, donc, et il a, à travers le cas d'Ivry, reposé autrement la question de l'aménagement de la région parisienne. Et c'est ce qui m'a donné en fait l'idée de reprendre en fait tous ces travaux-là, et puis ceux évidemment que j'ai conduits moi-même sur les villes nouvelles il y a quelques années, pour vous proposer un petit peu cette conférence. L'actualité, c'est donc outre l'ouvrage que j'ai fait paraître il y a quelques années, maintenant en 2014, qui s'appelle « Pour une histoire des villes nouvelles », qui essaie de restituer un peu l'épaisseur chronologique de ce qui se passe dans les années 1960. L'ouverture en juin 2017, donc c'est récent, d'un site qui s'appelle inventerlegrandparis.fr, dans lequel un collectif de chercheurs, auquel j'appartiens, essaye de mettre en perspective historique l'histoire du Grand Paris tout au long du XXe siècle et le mettre surtout en perspective internationale pour comprendre un peu comment cette histoire parisienne s'articule avec d'autres histoires métropolitaines. J'essaierai de vous en dire quelques mots au cours de la conférence. Alors, de manière assez pédagogique, classique, j'ai choisi de proposer un plan autour de 3 questions d'histoire assez classiques. C'est-à-dire quoi,
qu'est-ce que cette période, les années 60, 70, a produit pour la région parisienne. Concrètement, qu'est-ce qui s'est fait? La question pourquoi, c'est-à-dire pourquoi à un moment donné de l'histoire de Paris dans les années 60, on décide de se ressaisir de ces questions anciennes d'aménagement de la banlieue, et pourquoi est-ce que l'appareil d'État se mobilise autour de ça? Donc il faut essayer de dire où on en est aujourd'hui sur la question difficile des interprétations de la période. Et puis une question qui me tient à cœur, c'est la question du comment. Parce que la question du pourquoi, elle est toujours clivante. Il y a plusieurs façons d'écrire une histoire de ville, mais la question du comment, elle m'apparaît moins clivante. C'est une question qui repose sur l'analyse d'archives. Et ce que je voudrais faire dans cette troisième partie, c'est de préciser quels sont les leviers d'intervention pour aménager la région parisienne qui ont été mobilisés dans les années 1960 autour de Paul Delouvrier. Donc la première partie, c'est la question des moteurs, des moteurs de la transformation du Grand Paris, comment ça se concrétise, ce Grand Paris qui fait passer en quelques années l'horizon d'attente de la banlieue parisienne et du département de la Seine à un horizon qui est celui de la région parisienne, préfiguration de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Île-de-France. La substitution d'un terme à l'autre, région parisienne, Île-de-France, s'effectue au milieu des années 1970, au moment où la région parisienne devient le Conseil régional Île-de-France en 1976. Alors il y a eu trois grandes réalisations qui expliquent ce changement d'échelle, à mon sens, sur lesquelles il faut insister. La première, ce sont les infrastructures qui vont guider l'urbanisation dans les années 60 et jusqu'à la fin du XXe siècle. Le deuxième moteur, c'est la centralité, c'est-à-dire que les hommes et les femmes de cette génération des années 60 ont voulu créer de nouveaux centres urbains en banlieue et en grande couronne, donc ville nouvelle et centre urbain restructurateur. Et le troisième moteur, c'est que ce sont des années où on réfléchit beaucoup sur l'architecture, et notamment sur l'architecture du logement. Et les villes nouvelles en particulier vont être des terrains d'expérimentation pour des formes d'architecture nouvelles qui vont un peu dépasser ce qu'on faisait au moment des grands ensembles. Donc premier point, les infrastructures autoroutières et ferroviaires. Alors c'est une chose qui est relativement bien connue. Les années où Georges Pompidou est Premier ministre, puis Président de la République, ce sont des années où l'automobile devient le moyen de transport prioritaire en France en général et en région parisienne en particulier. Pompidou était un fervent défenseur de l'automobile, vous le savez tous, comme parisien ou comme francilien. Et donc cette époque qui aujourd'hui se clôt avec des nouvelles politiques automobiles en région parisienne, elle a évidemment conditionné la manière dont on a pensé d'installer des zones de peuplement très importantes, de plusieurs centaines de milliers d'habitants, à distance de Paris, 25, 30, 50 km de Paris, et donc joignables par des voies autoroutières rapides. Alors il y a ici un télescopage entre deux histoires. L'histoire des autoroutes françaises, qui commence à Paris, et l'histoire de l'aménagement de la région parisienne. Donc l'autoroute du Sud, qui est après l'autoroute de l'Ouest, l'une des premières à être réalisée, elle commence dans les années 1950. Alors en réalité, cette histoire autoroutière est bien plus ancienne que les années 60. Elle commence, la première fois qu'on en parle, c'est dans les années 1930. L'un des premiers plans d'aménagement de la région parisienne, très célèbre, celui réalisé par l'urbaniste Henri Prost, à la demande d'un comité supérieur de la région parisienne créé en 1928. Ce plan Prost d'aménagement de la région parisienne prévoit, vous le voyez sur cette reproduction, une ceinture en marguerite, en rouge. Les traits rouges représentent en fait la préfiguration de la francilienne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et on voit comment la marguerite permet de sortir de Paris et de tourner autour de Paris. C'est la manière dont on avait imaginé le plan autoroutier de la région parisienne en 1934. Rien n'est réalisé, on commence simplement à préfigurer l'autoroute de l'Ouest avant la Deuxième Guerre mondiale, mais la crise économique des années 30, puis la Deuxième Guerre mondiale et la reconstruction vont différer la réalisation d'autoroutes en France jusqu'aux années 1950. Donc finalement, les aménageurs des années 1960 reprennent un vieux projet et globalement l'adaptent
à la réalité des années 60, mais le reprennent quasiment en fait intégralement. Voilà, une version pédagogique du plan Prost de 1934 permettant de voir un petit peu l'origine de ce qu'on appelle autoroute du Nord, autoroute de l'Est, autoroute du Sud ou autoroute de l'Ouest aujourd'hui. Alors, sur ce détail au 1/50 millième du plan de 1965 par lequel j'ai commencé la communication, vous avez la manière dont, en fait, on va sortir de Paris au nord-ouest. Donc, les bandes hachurées que vous avez en haut de la carte, en rouge et en noir, représentent le site d'une ville nouvelle qui n'a jamais vu le jour, qui est celle de Montmorency, pas très loin de Sarcelles. Et on voit comment les traits rouges, en fait, représentent l'autoroute qui va permettre de joindre le centre de Paris et Cergy-Pontoise, celle-ci étant effectivement réalisée. Donc, vous voyez également sur ce détail, en fait, que Paris est traversé également par une autoroute. Donc, autoroute qui, en fait, est directement connectée à l'autoroute du Nord et qui devait traverser Paris du nord au sud pour joindre l'autoroute du Nord et l'autoroute du Sud, en passant non pas par le boulevard périphérique, mais en passant directement au cœur de Paris. Ce projet, qui est un projet de 1956, ne sera jamais réalisé, fort heureusement. Vous imaginez en fait ce que ça aurait pu donner, mais c'est la manière dont finalement l'autoroute est prioritaire en fait dès les années 50 et Delouvrier et Pompidou entérinent cette priorité autoroutière. Alors pour autant, il n'y a pas que l'automobile. Quand on lit le texte du schéma directeur de 1965, qui est un texte d'une centaine de pages et qui explique un petit peu les raisons pour lesquelles il faut aménager la région parisienne, la place des transports en commun est plus importante que ce qu'on a dit par la suite. Delouvrier et ses collaborateurs entendent en fait proposer différentes modalités de transport et ils pensent déjà à la possibilité de coupler différents types de transports, un transport routier pour aller de la grande périphérie parisienne aux gares des villes nouvelles, puis un transport en commun permettant de rejoindre ces mêmes villes nouvelles et le cœur de Paris, ceci pour éviter évidemment les problèmes de saturation automobile. Donc sur ce détail, en noir, vous avez les lignes de chemin de fer et de RER qui sont prédessinées. Et donc c'est bien à partir des années 60, sous l'impulsion de Delouvrier, qu'on lance ce chantier gigantesque du RER, qui est l'équivalent finalement à l'échelle historique des percées haussmanniennes. C'est-à-dire quelque chose qui commence dans les années 60 et qui va mettre finalement 20 ans, 30 ans, 40 ans pour être totalement achevé, avec cette croisée autour de Châtelet qui crée un véritable monstre souterrain qui est la station de Châtelet-Les Halles. Donc les infrastructures autoroutières et les infrastructures ferroviaires, le RER, sont finalement des principes importants d'urbanisation et qui vont guider finalement la localisation des villes nouvelles en grande partie. Les conséquences pour le Paris d'aujourd'hui, celui de 2018, sont très importantes. Parce qu'on a fait ces choix de desserte autoroutière, de desserte ferroviaire, on n'a pas aujourd'hui de contournement efficace de l'agglomération parisienne. Quand vous voulez aller de Rouen à Orléans, le chemin le plus rapide sur Google Maps, c'est de passer par Paris. Ce qui est une aberration. C'est beaucoup plus long, mais c'est le chemin le plus rapide parce qu'à cette époque-là, on n'a pas pensé à un contournement suffisamment important, bien au-delà de ce qu'est la francilienne. La configuration des villes nouvelles, évidemment, est induite par ce schéma d'infrastructure. Et les villes nouvelles qui sont très connectées à Paris sont d'emblée mises en position de satellites et non pas de villes autonomes, comme ce que les Anglais faisaient à la même époque. Malgré la connexion très forte qui est réalisée à cette époque-là, vous le voyez avec ce schéma du RER actuel, la coupure entre Paris, sa banlieue et sa grande périphérie reste très forte. Le boulevard périphérique, qui est également aménagé dans les années 60, incarne encore aujourd'hui cette coupure et ce sentiment qu'ont souvent beaucoup de Parisiens, qu'on va dans l'ailleurs quand on franchit le boulevard périphérique. La station Châtelet-Les Halles renforce également la dépendance très forte entre la banlieue et la capitale. Deuxième idée du plan de 1965, qui elle va être également réalisée, la question de la centralité. Le diagnostic qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de centralité
que Paris asphyxie non seulement la France, mais que Paris, par sa taille, asphyxie également sa banlieue et sa région. On va donc proposer en 1965 de réaliser des centres urbains nouveaux en banlieue proche, qu'on va appeler centres urbains restructurateurs, et en banlieue lointaine, qu'on va appeler ville nouvelle. Mais dans les deux cas, la formule d'aménagement qu'on utilise, c'est centre urbain nouveau. Au passage, on n'a pas attendu les années 60 pour avoir des pôles urbains, des villes importantes dans la banlieue parisienne. Il suffit d'évoquer Saint-Denis, depuis l'époque médiévale, Versailles, depuis l'époque moderne, Provins, Fontainebleau, pour savoir qu'il existait des villes importantes dans la région de Paris depuis au moins l'époque médiévale. Toutes ces villes sont mises à l'écart dans le plan de 1965. On veut faire du neuf et on ne décide pas de s'appuyer sur le tissu urbain ancestral et sur le tissu urbain historique. Il y a donc une volonté très forte de rompre avec l'histoire, non seulement de Paris, mais de la région parisienne en 1965. Autre ville qui existait depuis le XIXe siècle, cette fois-ci, les villes industrielles. Argenteuil, Ivry, Levallois-Perret, Aubervilliers, on pourra en citer d'autres évidemment, Saint-Ouen, sont des villes qui ont grossi avec l'industrie et qui ont la taille en 1965 de villes moyennes du reste de la France. Ce sont des petites villes dans la région parisienne, mais elles sont parfois beaucoup plus importantes qu'une sous-préfecture ou une préfecture dans le centre de la France ou dans le Massif central. Là encore, le schéma directeur ne s'appuie pas sur ces villes qui pourtant avaient besoin d'aide à ce moment-là. Le schéma directeur de 1965 reconfigure l'armature urbaine de la région parisienne en proposant des centres urbains nouveaux qui vont accueillir les nouvelles préfectures, Nanterre, Bobigny, Créteil surtout, qui est une ville nouvelle en proche banlieue, et puis en lointaine banlieue, je les ai déjà cités, donc je n'y reviens pas. Mais il y a de ce point de vue-là une géographie urbaine qui va être complètement reconfigurée à ce moment-là. Tout ça s'appuie pas simplement sur des projets d'aménagement, mais sur des projets politiques de restructuration politique de la région parisienne. Vous connaissez tous, je pense, cette loi très importante du 10 juillet 1964 qui modifie la carte départementale de la région parisienne. C'est finalement la seule fois qu'on l'a fait depuis la Constituante jusqu'à l'actuelle métropole du Grand Paris de 2016. Donc c'est une loi très importante qui casse le département le plus riche de France et le plus urbain de France, également le plus peuplé de France, la Seine, qui comportait Paris et des communes de la proche banlieue, et qui, à la place de ce département, crée en fait 8 départements qui s'enroulent en colimaçon autour de Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, et puis au-delà, les Yvelines, le Val d'Oise, l'Essonne, et la Seine-et-Marne qui reste le seul département finalement épargné de cette vaste restructuration de 1964. Cette restructuration, elle est mise en application au 1er janvier 1968. Et à partir de ce moment-là, on va créer dans ces nouveaux départements des préfectures qui vont être des leviers prioritaires d'aménagement. Donc la même carte que celle que je vous ai présentée en introduction, mais cette fois-ci avec le découpage des nouveaux départements qui indique que finalement, l'aménagement se joue complètement des frontières départementales et que les départements vont être plutôt là comme des lieux d'enregistrement de la nouvelle politique plutôt que comme des supports. Donc quelques images très célèbres de l'époque. La préfecture Auchan, c'est un peu la tarte à la crème des photographes et des reportages télévisés de l'ORTF de cette époque-là. Donc Bobigny, construite au milieu des champs, et puis à côté la fabrication du nouveau Bobigny et de la dalle de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Le numéro de Paris Match consacré à l'inauguration du quartier préfecture de Cergy-Pontoise, avec cette pyramide inversée, qui est aussi assez typique de l'architecture de cette époque-là. Donc ces préfectures sont des projets urbains très complexes. Celle de Cergy est sans doute la plus complexe. On a là ce qu'on appelle dans le langage architectural une mégastructure, c'est-à-dire en fait des bâtiments, des équipements imbriqués qui passent au-dessus des voies de communication, routières ou ferroviaires, qui sont construites sur dalles avec une séparation forte entre les piétons et les circulations, et puis qui sont directement connectés aux zones d'habitation
à proximité. Donc des gestes d'aménagement totalement inédits avant les années 1960. Donc il faut évidemment assurer la promotion de ces villes nouvelles. Donc une publicité parue en 1970 et une petite phrase en fait rédigée par le successeur de Paul Delouvrier, Maurice Doublet, devenu entre-temps préfet de la région parisienne. Un Français sur deux aimerait y vivre. Évidemment, il fallait y croire. C'est évidemment, vous en doutez, loin d'être la réalité à cette époque-là, même si les villes nouvelles ont attiré un certain nombre d'habitants. La dernière chose que je voulais illustrer, parce qu'elle se prête très bien à l'illustration, c'est la question de l'architecture. Ce qui se passe dans les années 60, c'est qu'on est au moment où on a déjà produit 2 générations de grands ensembles. Sarcelles date de 1954. On a déjà produit la Courneuve, on a déjà produit Pantin, on a déjà produit Grigny, la grande borne à Grigny. Et on réfléchit sur les errances des grands ensembles, sur la monotonie de ces bars et de ces tours. Et donc, le projet d'aménagement de 1965 va être tourné vers l'idée d'une qualité architecturale. Et pour ça, on va faire appel, dans les années 70, à des architectes qu'à l'époque, on trouvait novateurs. Le seul espace de la région parisienne qui va connaître, dans les années 70, des gestes architecturaux aussi forts, c'est la Défense, qui commence en 1958, un peu avant, en fait, avec le CNIT que vous avez sous les yeux, et qui va se hérisser, s'ériger de grandes tours dans les années 70 et 80. Alors revenons aux villes nouvelles pour présenter quelques exemples de ces architectures un peu innovantes. Les pyramides d'Andro et Para à Évry, qui fait l'objet d'un concours d'architecture présenté au Grand Palais en 1971 et qui est réalisé en 1975 simplement. Donc ce sont des logements collectifs mais avec des terrasses individuelles. On essaye d'articuler le logement individuel et le logement collectif avec un souci du paysage urbain assez important. Donc des gestes architecturaux assez fous, assez mégalomanes, je dirais. Ricardo Bofill, architecte catalan assez célèbre, il a travaillé en particulier à Montpellier et beaucoup en Catalogne, construit dans les villes nouvelles, à Cergy-Pontoise, à Marne-la-Vallée, à Saint-Quentin en Yvelines, des bâtiments assez gigantesques. Donc, les arcades du lac étaient appelées le Versailles du peuple, clin d'œil à Versailles relativement proche, mais pas exactement le même type de locataire. Donc ces arcades du lac proposent en fait un bâtiment viaduc sur un plan d'eau de quelques centimètres de profondeur. Bofill propose également des logements qu'il appelle avec simplicité et modestie la cathédrale, qui ne seront jamais réalisés à Cergy-Pontoise. Un autre architecte postmoderne comme Bofill, Manolio Núñez Janowski, produit à Noisy-le-Grand ce qu'il appelle, lui, les arènes de Picasso et ce que les habitants appellent le camembert, qui sont en fait aussi un geste architectural assez fort et typique des années 70. À l'époque, Núñez et Bofill étaient quasiment les architectes officiels de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Donc, autre photo de ces bâtiments qui, il faut le dire, vieillissent pas très bien aujourd'hui. Voilà. Donc, toujours au niveau de l'architecture, le souci de faire travailler des sculpteurs en liaison avec les architectes, en particulier celui-ci, Danny Caravane, qui construit la plus grande sculpture d'Europe, qui fait 5 km de long et qui s'appelle l'Axe majeur, pour joindre en fait les différents quartiers de Cergy-Pontoise. Les architectes produisent également dans les villes nouvelles des équipements, ça c'est complètement nouveau, des équipements importants. On n'aura pas de maison de la culture en ville nouvelle, il y en aura quelques-unes en banlieue, à Nanterre en particulier, à Bobigny, mais on construit des scènes nationales, en particulier ce théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. On fait intervenir également, toujours à Saint-Quentin en Yvelines, des architectes paysagistes qui recréent des sortes de pastiches urbains. Ici, un canal artificiel qui serpente au cœur du centre commercial de Saint-Quentin en Yvelines. Peut-être plus intéressant pour les historiens, moins pour les architectes, mais plus pour les historiens, c'est également dans les villes nouvelles qu'on essaie de définir de nouveaux types de quartiers d'habitat qui s'inspirent en fait de modalités de construction extra-européennes.
Ici, le quartier du Parc à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est construit par l'atelier de Montrouge, qui est une grande agence d'architecture des années 70, et qui s'inspire de la Casbah d'Alger, c'est-à-dire qui construit des logements qui ne sont pas du tout alignés sur la rue, mais qui sont en fait des logements avec des passerelles et des systèmes de communication par escalier, inspirés d'après les architectes d'Alger. Prenons un petit peu de hauteur et de large. Sur cette photographie de Savigny-le-Temple, une commune de Saint-Quentin-en-Yvelines dans les années 70, on voit à quoi ressemblaient ces quartiers juxtaposés, où on essayait en fait de mêler l'habitat collectif de taille plus modeste que dans les grands ensembles et l'habitat pavillonnaire, tout en respectant, vous le voyez au premier plan, l'habitat vernaculaire, c'est-à-dire ici c'est une ferme qui existait et dont on a conservé les bâtiments pour en faire des bâtiments culturels. Typique aussi de l'urbanisme des villes nouvelles de cette époque-là, les plans d'eau artificiels, qui sont en fait au départ des carrières dont on extrait le sable et qui sont transformés, une fois l'exploitation achevée, en plans d'eau. Sur les vues aériennes contemporaines, on s'aperçoit que si les bâtiments les plus spectaculaires, évidemment, dominent, ils sont souvent construits en hauteur, vous reconnaissez ici les arènes de Picasso dont j'ai parlé tout à l'heure, en réalité, la masse pavillonnaire, les nappes pavillonnaires, qui sont aussi des productions de villes nouvelles, les enserrent et contribuent à indifférencier progressivement cet urbanisme. À Saint-Ouen-l'Aumône, donc sur la commune de Cergy-Pontoise, vous avez l'articulation assez classique entre des coupures vertes boisées, des zones qui restent agricoles, du pavillonnaire et de l'habitat collectif qui ressemble très fortement aux grands ensembles. C'est ici une zone d'aménagement concerté qu'on appelle la ZAC des brouillards et qui est une des zones rentrées dans les processus de requalification urbaine. Alors je passe à la deuxième question que je voulais poser, qui est la question en fait de l'interprétation de tout ça. Donc beaucoup de choses de réaliser que j'ai présentées de manière assez sommaire, mais une vraie question d'histoire. Comment expliquer qu'on a produit autant de choses dans les années 60 et 70, c'est-à-dire à la fin des 30 Glorieuses? Les raisons ont été recherchées très tôt par la recherche urbaine et d'abord par les sociologues à une époque, la fin des années 60, où ce qui dominait comme paradigme dans l'université française et dans la recherche urbaine en particulier, c'était le paradigme marxiste. C'est-à-dire essayer de trouver des raisons issues du matérialisme historique, de la lutte des classes, pour expliquer pourquoi on avait conçu de cette manière-là le Grand Paris. Et de fait, les raisons économiques ont été les premières raisons qu'on a mises en avant pour expliquer cet aménagement, cette dilatation de la région parisienne. Alors, question avec un point d'interrogation, est-ce qu'on assiste dans ces années 60-70 à l'âge d'or de la spéculation immobilière? Ça, c'est la thèse marxiste, celle qu'on appelle en langage savant le capitalisme monopoliste d'État, qui consiste en fait à considérer que l'État gaulliste a fait alliance avec le grand capital, avec les promoteurs immobiliers, avec les grandes agences d'urbanisme et le BTP pour produire du béton au kilomètre et pour pouvoir faire de la plus-value. Donc, si je suis cette thèse-là, c'est vrai qu'avec les villes nouvelles, avec cet aménagement de la banlieue, il y a la possibilité de créer une plus-value capitaliste via la production d'une rente immobilière incontestable. Ça permet également d'élever le prix du sol à Paris même. La rente foncière de Paris, qui va être libérée par toutes les opérations de rénovation qu'on va pouvoir faire, une fois que les villes nouvelles vont être constituées, va augmenter. Alors cette thèse de la spéculation immobilière, elle a évidemment des aspects qui sont indiscutables historiquement. Ici, vous avez une publicité de promotion pour un ensemble immobilier construit par le premier builder français, Jacques Riboud, qui a construit dans les années 60, a aménagé Maurepas. Vous voyez ce quartier que Jacques Riboud a aménagé, Elancourt-Maurepas, qui est un quartier en fait d'habitat pavillonnaire, mais aussi de maisons de ville. C'est lui qui invente un peu le concept et d'habitat collectif. Donc on a ici une variété architecturale qui permet en fait de délivrer du logement pour des classes moyennes et des classes populaires, qui a bien résisté au temps et qui finalement est devenu le premier quartier de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc promotion évidemment incontestable. C'est également via les villes nouvelles que les grands promoteurs américains, donc les maisons Phoenix ou Kaufman et Broad, pénètrent le marché français
et vont commencer finalement à tester des choses qui vont ensuite être très largement diffusées dans le reste de la France. La valeur foncière des terrains à côté des stations, des gares de RER, va évidemment être très importante, et ce n'est pas le Grand Paris Express qui va modifier évidemment cette situation. Très tôt, les conséquences de l'aménagement de la banlieue et de la région parisienne vont accompagner le processus de gentrification de la capitale, et certains quartiers de villes nouvelles sont vus par les sociologues marxistes des années 60 comme des quartiers d'habitat populaire qui vont subir le destin des grands ensembles, ce qui, en partie, est vrai. Donc les villes nouvelles ont été une aubaine pour le BTP, pour Bouygues, pour les promoteurs, pour donc tous ceux qui voulaient finalement faire de l'argent autour de ces opérations. C'est également à la périphérie de Paris qu'est lancé le projet Balkany de Paris 2, puis rebaptisé Paris 2, de construction d'un centre commercial adjoint à des logements destinés aux classes moyennes et aux classes moyennes supérieures, ici au Chesnay. Donc cette thèse marxiste, elle a donc ses raisons d'être, et on peut accepter une partie de l'interprétation de l'époque, mais pourtant elle est très largement aujourd'hui contestée par les historiens parce qu'elle est insuffisante. Pourquoi est-ce qu'elle est insuffisante? Parce que quand on lit le texte de 1965, écrit par Delouvrier et ses collaborateurs, on s'aperçoit que l'argumentation qui est déployée, c'est exactement l'inverse de l'argumentation marxiste. Il n'est pas du tout question de déporter les classes populaires en villes nouvelles. Bien au contraire, les villes nouvelles sont conçues pour une grande masse possible de la population française, des classes de cadres supérieures aux classes populaires, ouvrières ou les agriculteurs. En grande partie, l'univers pensé pour les villes nouvelles est un univers de classe moyenne et pas un univers de classe populaire. Deuxième chose, la rénovation urbaine, que les marxistes voient comme une espèce de vase communicant entre ce qu'on fait à Paris, au Marais, puis ensuite dans le quartier Italie, et puis ce qui va se faire à la périphérie, comme s'il y avait eu finalement un vase communicant, les classes populaires étant progressivement déportées. Eh bien, dans le texte de 1965, Paul Delouvrier explique très clairement que la rénovation urbaine n'est pas une solution à la crise du logement, parce que la rénovation urbaine est trop longue, trop coûteuse en termes d'expropriation, qu'on doit s'opposer aux manifestations des riverains, qui, au Marais, comme ailleurs, s'y opposent très fortement, et que donc la solution pour répondre aux besoins de logement, c'est de construire à la périphérie parisienne. Par ailleurs, le projet d'aménagement porté par Delouvrier vise explicitement à contrôler la spéculation immobilière. Ce qui est très clairement annoncé, et vous allez le voir tout à l'heure dans la troisième partie, des moyens vont être mis en place pour contrôler cette spéculation immobilière. L'un des premiers opposants à la politique de Delouvrier, c'est Balkany. Et Delouvrier a tenté de bloquer le projet de Paris 2, parce que Paris 2 était situé à une dizaine de kilomètres de Saint-Quentin-en-Yvelines et qu'il risquait de faire capoter la ville nouvelle. Donc globalement, on ne peut pas dire que Delouvrier était un agent objectif du capitalisme monopoliste d'État, et il faut donc aller voir plus loin, au moins jusqu'à la création du parc Euro-Disney, qui là rebat complètement les cartes, où là il y a une vraie question historique à poser, mais vous imaginez bien que les archives de Disney ne sont pas accessibles. Jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire les années 1985-86, les pouvoirs publics ont tenu en fait la question de l'aménagement de manière assez forte. Les cahiers des charges qui sont imposés aux promoteurs et aux architectes sont très contraignants, et ce sont certainement les plus contraignants de la France de cette époque-là. Les villes nouvelles, c'est des sortes de super ZUP, super zones urbanisées en priorité, et si les grands groupes vont y travailler, ces grands groupes doivent passer sous les fourches codines, sous les contraintes des aménageurs. Il faut donc en revenir à l'argument principal qui explique la création de ces villes nouvelles et l'aménagement du Grand Paris, qui est l'argument démographique. L'argument démographique, il est mis en avant dans les mémoires de Delouvrier. En 1962-63, les collaborateurs de Paul Delouvrier font des projections démographiques et calculent la population de la région parisienne à l'horizon de l'an 2000. Et ils prédisent, à tort, que Paris fera 20 millions d'habitants. La région parisienne fera 20 millions d'habitants à l'horizon de l'an 2000. Et ils s'appuient sur ce chiffre pour dire que si on ne fait rien, l'urbanisation sera incontrôlable. Ces chiffres, c'est des prévisions, mais il y a également des chiffres beaucoup plus objectifs qui sont ceux des recensements. Qu'est-ce que montrent les recensements les plus proches
de la décision de 1965. Celui de 1954, celui de 1962. Il montre que Paris a arrêté sa croissance. Paris, en 1962, stabilise son nombre d'habitants, commence à en perdre. Je parle de Paris intramuros, évidemment. Le département de la Seine, c'est-à-dire les communes au-delà du boulevard périphérique, en gagne 500 000 entre 1954 et 1962. Mais la croissance la plus forte, elle est dans le département de la Seine-et-Oise, c'est-à-dire dans ce qu'on va appeler ensuite la Grande Couronne, où on gagne, vous le voyez, à peu près 700 000 habitants. Et donc, il est clair qu'il fallait mettre l'accent sur cette zone qui était en train d'échapper complètement au contrôle des pouvoirs publics. Le modèle auquel se réfère Paul Delouvrier, c'est le modèle des lotissements du début du XXe siècle. Paris avait commencé déjà à déborder très largement de sa banlieue dans les années 1920-1930. À l'époque, on avait multiplié les lotissements en utilisant les voies de chemin de fer pour les implanter. Cette carte, qui est réalisée par un grand géographe des années 60, Jean Bastier, en 1962, fait le recensement de tous les lotissements défectueux. Ce qu'on appelle lotissements défectueux, ce sont des lotissements qui n'ont pas été pourvus lors de leur construction des réseaux et voiries indispensables. Pas d'adduction d'eau, pas d'arrivée d'électricité ni de gaz, et même pas de voirie. C'est-à-dire que c'est en fait une voirie en boue, un terrain vague, qui amène ces lotissements. Aucun plan d'urbanisme, bref, quelque chose qui a été un casse-tête pour les pouvoirs publics entre 1928 et 1954 pour pouvoir régler ça. Donc l'objectif dans les années 60, c'est d'éviter ça à l'échelle de 700 000 habitants. C'est-à-dire de contraindre l'aménagement avec des règles assez strictes. Et c'est pour ça, finalement, qu'on crée cet aménagement de la région parisienne. Certes, dans les années 30, l'Office HBM de Paris avait produit des cités-jardins. Mais l'échelle des cités-jardins, 10 000, 15 000 habitants maximum, était complètement hors de propos par rapport aux centaines de milliers d'habitants nouveaux à loger dans les années 60. Et donc, ce n'est pas un modèle qu'on va suivre. On prend donc des modèles à l'extérieur. Et les idées circulent beaucoup, les hommes voyagent et vont voir ce qui se passe en Angleterre, où depuis les années 1940, avec la production du Grand Plan de Londres en 1943 par un urbaniste qui s'appelle Abercrombie, on projette de réaliser des villes nouvelles à une centaine de kilomètres au-delà de Londres. On voyage également dans le nord de l'Europe, j'avance un petit peu, à Helsinki, ou en Finlande, on construit cette ville nouvelle, Tapiola, qui va être le modèle suivi pour créer Marne-la-Vallée, et qui est une ville nouvelle, vous le voyez, avec des espaces verts très très importants. On voyage également, plus curieusement, en Europe de l'Est. On voit ce qui se fait en RDA, de l'autre côté du mur, en RDA, en Pologne, avec Nowa Huta, à côté de Cracovie, où on crée ces grandes productions urbaines dans les années 50 et 60 et qui vont en partie inspirer la région parisienne, même si ce n'est pas exactement le même type d'architecture. La dernière raison qui explique qu'on va finalement décider d'investir dans le Grand Paris de cette époque-là, c'est ce que les chercheurs appellent le keynésianisme spatial, c'est-à-dire l'idée que l'État doit occuper des fonctions d'aménagement et ne plus laisser ces fonctions d'aménagement au pouvoir privé. L'idée d'aménager le territoire et de faire rentrer Paris dans cet aménagement vient de très loin, mais globalement, elle se formalise pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous le régime de Vichy, à l'époque où un géographe non universitaire, Jean-François Gravier, commence à travailler sur ce qui va rester son ouvrage le plus célèbre, Paris et le désert français, publié en 1947. L'idée de Gravier, qui va inspirer les politiques publiques d'aménagement du territoire pendant les années 50, sous la 4e République et jusqu'aux années 60, c'est l'idée qu'il faut ralentir la croissance de Paris, freiner Paris par toute une sorte de dispositifs économiques et d'autorisation de bâtir des bureaux, d'autoriser des entreprises à s'y installer. En 1949 est créée la direction de l'aménagement du territoire sous le ministère de Eugène Claudius-Petit, que vous avez en bas à droite à côté de Le Corbusier, que vous avez peut-être reconnu, et qui consiste à mettre l'accent sur la province. Quelques années plus tard, on relance l'idée d'aménagement du territoire avec Olivier Guichard, en 1963, délégué général à la DATAR, qui va publier en 1964 le plan des métropoles d'équilibre,
qui était destiné en fait à donner davantage de chance à quelques grandes villes de province, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, etc., pour ralentir la croissance de la région parisienne. Et Paul Delouvrier, par rapport à cette politique d'aménagement du territoire qui voulait freiner Paris, va faire prendre en fait une sorte de révolution copernicienne à la politique d'aménagement du territoire en France. À partir de Delouvrier, on prend conscience qu'on ne peut pas freiner Paris. Paris croît depuis le XIXe siècle. La banlieue parisienne croît depuis les années 1930. On ne peut pas donc freiner Paris. Il faut accepter d'aménager Paris pour éviter que Paris n'échappe finalement au contrôle de l'aménagement du territoire. Alors évidemment, il va y avoir un débat fort entre Delouvrier et Guichard sur la question de la localisation des villes nouvelles. Guichard va obtenir qu'on crée des villes nouvelles en province, ce qui est en grande partie une absurdité. On n'en avait pas besoin. Et Guichard obtient surtout que l'une des villes nouvelles qui devait se situer à la périphérie ouest de la région parisienne, autour de Mantes-la-Jolie, soit transférée une trentaine de kilomètres plus à l'ouest, dans la Basse-Seine, autour d'un site qui va devenir le Vaudreuil. Le Vaudreuil est l'échec le plus cuisant de la politique d'aménagement de la Ve République, une ville nouvelle prévue pour 100 000 habitants, sur laquelle on a mis des moyens considérables et qui en comporte 12 000 aujourd'hui. Alors que le Mantois a largement dépassé les 100 000 habitants. C'est Delouvrier qui avait raison en fait sur l'idée qu'il fallait aménager le Mantois et laisser la Basse-Seine s'aménager elle-même. Alors ce que Delouvrier a réussi à faire, quand il a réussi à convaincre le général de Gaulle en particulier, c'est que la banlieue parisienne et la grande couronne doivent être équipées. On doit apporter ici non simplement des logements, mais également des équipements structurants. Et les premiers réclamés par la population, ce sont les commerces. Les hypermarchés, le premier hypermarché Carrefour est inauguré en 1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois, mais les villes nouvelles vont en accueillir dès 1970-75, comme ici à Montigny-le-Bretonneux, avec cette importation en France du modèle américain du shopping center, des galeries commerciales, des nappes de parking automobile autour. Évidemment, c'est très discutable. D'autres évidemment, équipements vont arriver, les hôpitaux et plus tard les universités. J'arrive à ma troisième partie parce que j'ai perdu un petit peu de temps. Je voudrais revenir sur le comment. Comment est-ce qu'on a fait tout ça? Quel est le mécano du Grand Paris des années 1960? Alors, c'est pour moi en fait une conviction de chercheur que si on veut avancer dans la compréhension de ces années-là, dans la manière dont les hommes, les femmes de l'époque ont compris, ont fonctionné, il faut rentrer dans la manière dont ils ont travaillé et donc dans les outils qu'ils ont mobilisés. Donc j'en verrai trois. Le premier outil, c'est la maîtrise foncière, qui est un outil utile mais inachevé, est un outil typique des années 60. Le deuxième outil, c'est le contournement de la démocratie locale. Et le troisième outil, c'est la problématique de la banlieue rouge et de ce qu'on fait du Parti communiste en région parisienne. Le premier outil, c'est le plus difficile à illustrer, c'est la question de la maîtrise foncière. Paul Delouvrier dirige la région parisienne à l'époque où on crée une agence foncière unique en France qui s'appelle la FTRP, l'Agence foncière et technique de la région parisienne, créée en 1962, qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Grand Paris Aménagement, depuis les années 2000. L'idée de maîtriser le foncier pour financer l'aménagement, et notamment les équipements, est très ancienne. Haussmann, déjà, l'avait pratiquée, ou tenté de la pratiquer, en 1852. Delouvrier la réactualise dans les années 60 avec l'idée que pour pouvoir éviter la spéculation, il faut créer des réserves foncières gigantesques. Ici, sur le plan de Cergy-Pontoise, tout ce que vous avez en Acheturé, ce sont des réserves foncières qui dépassent très largement ce qu'on a aménagé. Ces réserves foncières, elles sont obtenues par un dispositif juridique nouveau et un peu technique qu'on appelle les ZAD. Ça n'a rien à voir avec Notre-Dame-des-Landes, évidemment. Les zones d'aménagement différé, qui sont créées à partir de 1962, sont des zones sur lesquelles l'État a un droit de préemption. L'État ou les collectivités locales ont un droit de préemption. Donc souvent des terrains agricoles qui donc ont une valeur relativement modeste, mais dès le moment où on sait qu'on va construire une ville de 100 000 habitants, leur valeur évidemment explose. Donc ce que Delouvrier va faire, c'est que avant même de publier, de rendre public le schéma directeur, il va ZADer la totalité des terres prévues pour faire des villes nouvelles. En organisant même un système de fakes, news, évidemment on ne parlait pas comme ça à cette époque-là, mais de fausses nouvelles qui ont circulé pour
désorienter les spéculateurs qui avaient déjà commencé à regarder où ça pouvait se faire. Et il y avait donc des faux plans qui circulaient pour éviter que les spéculateurs n'achètent des terres avant qu'on les a. Donc il y a eu vraiment un effort très important et sans doute trop important. On a stérilisé, zadé trop de terres à l'époque et dans les années 80, on a envisagé à un moment donné de rendre certaines de ces terres zadées à l'activité agricole. Et celle en particulier qui est la plus célèbre, c'est celle du Val d'Europe, le 4e secteur de Marne-la-Vallée, qui devait être rendu à l'agriculture avant que Disney ne s'y intéresse et en fasse que vous en savez. Donc les superficies d'aménagement qui sont concernées sont considérables. Le tableau permet de voir le changement d'échelle entre les années 50 et les années 60. Massy-Antony, c'est l'un des plus grands programmes de zones à urbaniser à la fin des années 50. Ça démarre en 1956, c'est 600 hectares. Sénart ou Marne-la-Vallée, on est au-delà de 10 000 hectares, donc on est dans un changement d'échelle absolument considérable. Donc la maîtrise foncière est un des outils importants. Ça n'a pas été facile, il y a eu une résistance très forte de la part des agriculteurs qui ont manifesté à Cergy-Pontoise et qui ont empêché pendant plusieurs semaines le démarrage du chantier de la préfecture, et puis également surtout des propriétaires fonciers qui se sont entendus avec les préfets, dans les Yvelines en particulier, pour essayer de retarder l'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines. Deuxième levier, moyen, le détournement de la démocratie locale. Ce que j'appelle démocratie locale, ce sont les conseils municipaux et les conseils généraux, qu'on appelle aujourd'hui conseils départementaux, qui sont les deux instances depuis la Révolution française qui ont des pouvoirs d'aménagement. En particulier, pour les conseils municipaux, le pouvoir de délivrer le permis de construire. Delouvrier va réaliser ce que Michel Debré avait rêvé de faire, c'est-à-dire passer au-dessus des élus locaux, passer au-dessus des maires et au-dessus des conseils généraux. Alors pourquoi il le fait? Parce qu'il considère que les maires ralentissent les procédures et parce qu'il faut en fait quelque part ne plus leur donner la possibilité de mettre leur veto sur les grands problèmes d'aménagement. Il le fait avec deux moyens techniques inédits. Premier moyen, on confie l'aménagement à des établissements publics d'aménagement. Le modèle en avait été inventé à La Défense en 1958, où on était passé au-dessus de Nanterre, Courbevoie et Puteaux pour réaliser l'aménagement de la dalle de La Défense. On va faire la même chose en ville nouvelle, on va créer partout des établissements publics d'aménagement. Ici, celui de Cergy-Pontoise. À côté de ça, comme il fallait quand même bien qu'il y ait une représentation démocratique, c'est pas un État totalitaire quand même la France des années 60, on crée une chambre d'enregistrement, pour être un peu rapide, dans laquelle en fait les élus locaux sont représentés. Cette chambre d'enregistrement, c'est un syndicat intercommunal d'un genre complètement nouveau, qu'on appelle syndicat communautaire d'aménagement. Et je n'ai pas le temps de détailler le tableau, mais vous remarquez que les syndicats communautaires sont créés après les établissements publics d'aménagement, dans la plupart des cas. C'est-à-dire qu'en fait, on lance le projet et on demande ensuite l'avis aux élus locaux. C'est assez typique des années 1960 et quelque part, c'est quelque chose qui serait sans doute impensable depuis la décentralisation des années 1980. Donc on les contourne, évidemment, vous vous doutez bien qu'ils ne sont pas d'accord. On crée pour ça aussi, à l'échelle nationale, un groupe central des villes nouvelles qui va contourner les ministères de tutelle, éducation nationale, équipement, et qui va chaque année, au moment du vote du budget, créer une ligne budgétaire réservée aux villes nouvelles pour que tous les financements d'équipement soient dérivés. Ce groupe central était animé par un autre inspecteur des finances, Roger Goetz, et Jean-Eudes Roulier, qui l'a dirigé pendant une dizaine d'années. Alors, l'intercommunalité est une dernière manière de contourner la démocratie locale. Tous les projets de villes nouvelles sont intercommunaux. La plupart des équipements sont créés à cheval sur des limites communales. C'est typique quand on crée un lycée ou un collège, on le met à cheval sur les limites communales. De manière à finalement essayer qu'au bout du compte, c'était le rêve de Delouvrier, toutes ces communes fusionnent et deviennent une commune nouvelle qui s'appellerait Cergy-Pontoise. Et c'est la revanche des élus dans les années 80 de n'avoir jamais accepté de fusionner et d'être encore aujourd'hui dans un système intercommunal d'agglomération et non pas dans une commune unique comme le rêvait Delouvrier. Je termine en évoquant la question de la banlieue rouge. Alors ça, c'est plutôt une découverte assez récente. Je dirais depuis 4 ou 5 ans, on s'interroge finalement sur le fait que ce grand programme d'aménagement de la Grande Couronne, il a eu des effets pervers sur la banlieue. La banlieue rouge, vous le savez tous, c'est une
une configuration qui commence dans les années 1920, à partir des élections de 1925, l'élection municipale de 1925, au moment où le Parti communiste français, le jeune Parti communiste créé en 1920, va prendre le contrôle d'une série de villes tout autour de Paris, sauf dans l'ouest, Auteuil-Neuilly-Passy, comme vous le savez. Cette banlieue rouge se conforte dans les années 1930, autour de grandes figures politiques, et elle va encore s'étendre dans les années 50 et 60, à l'époque où le Parti communiste est un des premiers partis de France qui fait aux alentours de 20-25% de l'électorat, notamment en région parisienne. L'image de la banlieue rouge, elle est évidemment double. Il y a l'image de l'homme au couteau entre les dents, c'est-à-dire une banlieue qui prépare finalement les soviets en France, et puis il y a l'image plus réaliste qu'ont étudié les historiens, celle de Georges Marane, l'un des plus grands maires communistes de la région parisienne, maire d'Évry pendant plus de 50 ans, qui finalement a été un maire bâtisseur et organisateur qui a créé, c'est Emmanuel Bélanger qui l'a révélé, des synergies, des solidarités entre Paris et la banlieue proche. Ces synergies, elles prennent d'abord la forme d'intercommunalité de projets. L'intercommunalité, ce n'est pas de l'ouvrier qui l'invente, c'est les communes de la banlieue rouge qui l'inventent dans les années 20 et 30, au moment où elles ont besoin d'amener le gaz, l'eau, l'électricité pour leurs habitants. Et donc, on crée des systèmes comme ça, d'intercommunalité très efficaces, qui finalement permettent d'équiper la banlieue de manière importante. Les communes de banlieue, comme Ivry ici, se préoccupent d'aménagement, et très tôt, dès les années 1920-1930. Elles prennent conscience que le sol est rare, qu'il est précieux, et donc elles engagent des programmes de logement, des programmes de répartition d'industrie, évidemment avec leurs objectifs politiques. Il n'est pas question à Ivry de construire des logements bourgeois ou des immeubles haussmanniens. Il est question de faire du collectif pour abriter la classe ouvrière. Mais en même temps, on fait des équipements structurants, on crée des écoles, des centres culturels, etc. Tout ça pour vous dire que la banlieue rouge n'attend pas les années 60 pour se préoccuper d'urbanisme et d'aménagement et d'équipement. Elle a déjà sa propre politique enracinée, fonctionnelle, qui fonctionne objectivement depuis une trentaine d'années. Donc les élus de banlieue vont s'opposer très fortement au projet de Delouvrier, parce qu'ils comprennent bien que l'argent ne va pas aller dans la banlieue rouge, qui en a besoin, mais que l'argent va aller plutôt en grande périphérie, dans des espaces neufs du point de vue politique, qu'on va pouvoir en fait aménager. Et ces années 60-70 correspondent également au début de la crise industrielle pour la banlieue rouge, et donc ça va être des années particulièrement dramatiques, c'est-à-dire que ce que j'essaie de défendre ici, c'est que l'effet pervers de la politique d'aménagement de la région parisienne par Delouvrier, c'est qu'en fait, on a contribué à enfoncer davantage la banlieue proche dans la crise économique et dans la crise urbaine. Et qu'on est toujours en train d'essayer de rattraper tout ça. Alors, significativement, dans les années 1980 et 90, quand on va choisir de réindustrialiser la région parisienne, c'est vers les Mureaux, vers Guyancourt, qu'on va installer les technocentres, là où finalement la recherche en mécanique, par exemple, est la plus performante en France, et on ne va pas réinstaller ça sur les bassins industriels traditionnels de la banlieue. Alors, je conclus sur deux choses. Tout d'abord, sur cette idée de l'introduction sur Delouvrier, Haussmann des Faubourgs, cette belle formule de Roland Dingesser, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Alors, je crois que l'expression Haussmann des Faubourgs, elle est à la fois bien et mal choisie. Elle est bien choisie parce qu'on peut, je crois, comparer Paul Delouvrier et le baron Haussmann dans l'histoire biséculaire de Paris et de la région parisienne. Delouvrier a un temps d'action d'une dizaine d'années, et ce qu'il met en action, en branle, dans les années 60, va durer globalement jusqu'au début des années 2000. Delouvrier, comme Haussmann, pose la question très complexe, très difficile à résoudre, entre l'articulation entre démocratie et technocratie. Est-ce qu'on peut aménager, bousculer, en respectant le fonctionnement démocratique ? C'était plus facile pour Haussmann que pour Delouvrier, bien entendu, mais Haussmann s'est aussi heurté à certaines oppositions. Donc l'expression Haussmann des Faubourgs est bien choisie, mais elle est aussi mal choisie. Elle est mal choisie parce que Delouvrier ne s'occupe pas des Faubourgs. Les Faubourgs, c'est la proche banlieue, et Delouvrier s'occupe plutôt de la lointaine banlieue, de la région parisienne, parce que pour lui, il faut voir loin, il faut voir grand, et quelque part aussi pour lui, le Parti communiste est trop difficile à gérer. Quand il a redessiné la carte de la région parisienne, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Roger Frey, lui avait dit mais vous êtes en train de créer un département communiste, la Seine-Saint-Denis. Et il avait répondu oui, on en crée un.
dans l'idée que les autres seraient toujours sous domination gaulliste, ce qui encore a été une erreur puisque le Val-de-Marne est passé après Ningesser sous la tutelle du Parti communiste. Alors, l'imaginaire bâtisseur de ces années-là reste extrêmement fort. Hein. Donc, je voudrais terminer juste par cette belle image publiée par Paris Match en 1967. À l'époque, rien n'est construit en ville nouvelle et on demande à un dessinateur de Paris Match de faire un dessin vérité, c'est-à-dire d'écouter les aménageurs, les collaborateurs de Delouvrier et d'imaginer ce que serait la ville nouvelle d'Évry en l'an 2000. On publie ce dessin dans Paris Match. Au fond, vous reconnaissez la Tour Eiffel et donc Paris. On a des grands espaces qui sont des coupures agricoles, des coupures vertes. Et puis devant, on a une ville nouvelle dont on ne voit pas vraiment les frontières, avec un centre administratif bien identifié, une base de loisirs, hein, c'est un équipement important, et puis des logements qui prennent des formes architecturales un petit peu nouvelles, hein, des formes octogonales, que le dessinateur a prévues ici et qui seront de fait réalisées. Donc c'est un imaginaire qui est assez intéressant aujourd'hui à étudier. Je dirais, pour vraiment terminer, je dépasse de 2 minutes, que ce qui me frappe comme historien, c'est que la mémoire collective aujourd'hui, elle est plutôt positive par rapport à ces années-là. Hein. De Gaulle, Pompidou, Delouvrier, c'est des personnalités qui ont une mémoire plutôt positive. On oublie, on gomme complètement les crises sociales, politiques qui ont été contemporaines de ce qu'ils ont fait. La politique sociale et économique a été très contestée dès les années 60, et je ne parle pas du tout de 1968. L'époque des yéyés, de la société de consommation, c'est aussi celle des premières secousses industrielles et rurales qui concernent la région parisienne et qui s'expriment contre les projets de Delouvrier de manière assez forte. C'est l'époque de la difficile résorption des bidonvilles. Parallèlement à ces grands projets futuristes, on a du mal à gérer le bidonville de Nanterre. On a du mal à gérer les 75 000 Portugais qui vivent à Champigny-sur-Marne, donc à 2 km de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Tout ça, on a aussi besoin de le restituer. Je pense que le rôle des historiens aujourd'hui, c'est pas de dresser des statues du commandeur à ces grands hommes qui ont été de fait des grands commis de l'État. C'est de comprendre en fait toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées et de voir aussi qu'il y avait peut-être d'autres alternatives à l'époque qui méritent d'être restituées pour comprendre un petit peu ce que peut être l'intérêt commun dans une époque de transformation urbaine. Voilà, je vous remercie.